Salut tout le monde, c'est In. Aujourd'hui on se retrouve pour le second épisode de la série des personnages les plus mystérieux de Black Clover. Ainsi, lors de la précédente vidéo, on s'était intéressé à Maurice, l'homme de l'ombre de Diamond. Eh bien, sachez que dans cette vidéo, nous allons une fois de plus rester du côté de Diamond, puisque nous allons essayer de théoriser la personne la plus mystérieuse du royaume, l'un des 8 généraux étincelants. Enfin, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, laissez-moi vous rappeler que la vidéo contient pas mal de spoil, et donc il est préférable d'être à jour avec le manga. Allez, c'est parti. Pour commencer, avant d'analyser et de théoriser la personne la plus mystérieuse du royaume de Diamond, on va d'abord s'intéresser à ce que l'on sait déjà sur les 8 généraux étincelants. Alors, les 8 généraux étincelants composent l'élite de l'armée de Diamond, c'est-à-dire l'équivalent des capitaines des chevaliers mages de Clover. De plus, ils sont séparés en deux groupes avec d'un côté l'ancienne génération composée entre autres de Brokos, Ragus et Agos, dont le sort à l'issue de la bataille de Kitten contre l'Obdor reste incertain. Et si vous voulez mon avis, soit ils croupissent dans une geôle de Clover, soit ils sont tout simplement morts, car attaquer délibérément un pays ennemi n'est pas sans conséquence. De l'autre côté, il y a la nouvelle génération qui, elle, est composée de 5 guerriers mages qui ont tous été modifiés par Maurice, le spécialiste en magie. Ainsi, parmi eux, il y a bien sûr Mars et Ladros que l'on connaît très bien, puisque ce sont d'anciens antagonistes qu'Asta a combattus par le passé. Ensuite, il y a les deux généraux étincelants qui se sont fait lapider par Xénon avant l'ellipse. Cependant, je pense que contrairement à Mars et Ladros qui sont devenus des alliés d'Asta, eux seront à la solde de la triade sombre et de Maurice, mais pas forcément de leur plein gré, et même si on ne connaît pas grand chose sur eux, on connaît au moins leur apparence, ce qui n'est pas le cas du 5e et dernier membre de la nouvelle génération des généraux étincelants. En effet, Tabata n'a pas pris la peine de nous dévoiler son apparence. De plus, si on ajoute à ça qu'il l'a placé au milieu, on peut logiquement supposer que ce mystérieux personnage aura une place importante dans la suite du manga. Bref, maintenant qu'on a résumé ce que l'on sait sur les 8 généraux étincelants, on va pouvoir nous concentrer sur la partie la plus intéressante de la vidéo, à savoir les théories. Et vous allez voir que malgré le peu d'informations à ma disposition, je suis parti très loin dans l'analyse. Premièrement, je pense que derrière ce mystérieux personnage se cache une femme, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, au niveau de sa silhouette, il y a deux choses que l'on peut remarquer. D'une, elle a des jambes fines, et de deux, avec la perspective, elle semble plus petite que Mars. Or, on sait que Mars est un homme assez petit puisqu'il ne mesure qu'1,70 m. Bon, pour l'instant, c'est vrai que ces deux éléments ne constituent pas une preuve, d'autant qu'il y a la jurisprudence Narc, même si le côté androgyne de Narc n'est pas là par hasard, si vous voyez où je veux en venir. D'ailleurs, à propos de Narc, pour moi, l'information la plus importante à son sujet n'est pas le fait qu'il soit l'hôte de 4 démons ou autre, mais bien le fait qu'il faisait partie de la fameuse compagnie du cerf cendré. De plus, Narc possède aussi un homonyme dans Hungry Joker qui est, ma foi, très intéressant à analyser. Mais bref. Autre élément qui me fait penser à une femme, c'est que dans chacun des 3 autres royaumes, il y a à chaque fois une femme dotée d'une puissance titanesque. En effet, on a Vanica à Spade, Mereoleona à Clover et Lolopeshka à Heart. Ainsi, si on suit cette logique, il existerait au sein du royaume de Diamond une mage qui possède une force titanesque. Or, pour l'instant, elle n'a pas encore été révélée. Par conséquent, tout porte à croire qu'il s'agit d'une seule et même personne. De plus, il y a aussi une autre raison qui me fait penser qu'on a affaire à une femme, mais on verra ça en fin de vidéo. Deuxièmement, si on part du principe que c'est une femme, alors c'est elle qui possède le 4e et dernier esprit élémentaire, celui de la Terre Gnome. Comme vous le savez sûrement, il y a quelques temps de cela, j'ai sorti une vidéo sur l'esprit élémentaire de la Terre dans laquelle on avait vu que les 4 esprits élémentaires faisaient référence à un ouvrage de Paracels dans lequel figurait l'esprit de Terre Gnome. Ensuite, on avait évoqué les différentes hypothèses quant au royaume et aux mages qui posséderaient Gnome. Par ailleurs, je vous avais aussi dit que pour moi, il s'agissait d'une femme. De ce fait, parmi tous les candidats possibles, je pensais que c'était soit Vanica, soit Charmy. Bon, pour Vanica, j'imagine que je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi ce n'est pas possible. Quant à Charmy, même si elle répond à tous les critères, après réflexion, ce n'est sans doute pas elle, et de toute façon, il est vrai qu'elle est déjà assez puissante comme ça, sans compter le mystère entourant son loup. Bref, pour en revenir
revenir à ce mystérieux personnage des 8 généraux étincelants, malgré le fait que je l'ai mis dans les candidats possibles, je l'avais cependant exclu de ma sélection finale puisqu'à cette époque, je ne pensais pas qu'il s'agissait d'une femme. Mais désormais, je suis quasiment sûr que c'est elle, d'autant qu'il se trouve que les 4 esprits élémentaires sont liés aux divinités qui sont eux-mêmes liés au royaume. Bon, ne vous inquiétez pas, on verra ça très prochainement dans une autre vidéo. Du coup, Gnome est forcément l'esprit de Daimon. De plus, si on suit la logique des autres détenteurs, elle est aussi forcément de sang royal. Quant à sa magie, étant donné qu'elle détient l'esprit élémentaire de terre, elle a forcément la magie de terre, mais cela ne s'arrête pas là. En effet, on sait que la nouvelle génération des généraux étincelants ont tous un autre pouvoir que leur magie de base, comme par exemple une seconde magie pour Mars ou une nouvelle capacité spéciale pour Ladros. De ce fait, on peut logiquement supposer qu'elle possède aussi un autre pouvoir que sa magie de base. Par ailleurs, on sait qu'après l'ellipse des 6 mois, Spade a quasiment envahi tout le royaume de Daimon. Mais s'il ne l'a pas encore totalement envahi, on peut logiquement supposer qu'il existe une résistance à Daimon. Tout comme on sait aussi qu'il en existe une au sein du royaume de Spade, avec notamment Ralph, le vassal de la famille royale Gliméléal dont fait partie Yuno. En effet, à Spade, le peuple n'est pas à la botte de l'armée qui n'a d'ailleurs que du mépris pour eux, mais malgré ça, il est quand même contraint par la force à lui obéir. Cependant, lorsque le peuple apprendra que leur prince légitime est encore en vie, il est très probable que nous assistons à une rébellion puisque contrairement à Clover, la famille royale de Spade était très appréciée de son peuple. Ce qui aura notamment pour conséquence de changer le rêve de Yuno, mais on verra tout cela en profondeur dans une autre vidéo. Pour en revenir à la résistance de Daimon, je pense que parmi ses membres, on peut s'attendre à ce qu'il y ait Mars et Ladros, mais surtout la détentrice de Gnome qui est certainement à leur tête. De plus, si vous voulez mon avis, à l'heure actuelle, la tête du roi de Daimon ne tient plus sur ses épaules, tout comme l'a pu être celle de Ciel par le passé. Tout simplement car que ce soit Maurice ou la Triade Sombre, il n'y avait plus aucune raison de laisser la vie sauve à un pantin. Pour la suite des événements, on se doute bien que la résistance va prendre part à la guerre contre Maurice et la Triade Sombre. Mais comment cela va-t-il s'articuler? Dans la précédente vidéo, on avait vu que Mars allait très certainement s'occuper du cas Maurice avec l'aide de Ladros et sans doute Sally. Mais qu'en est-il de la détentrice de Gnome? À qui va-t-elle se frotter? Alors, d'après moi, son adversaire tout désigné n'est autre que Xénon, celui qui a mis en déroute l'armée de Daimon 6 mois plus tôt. De plus, si on apprend que c'est Xénon lui-même qui a assassiné le roi de Daimon de ses mains, alors elle aurait une raison de plus de l'affronter étant donné qu'elle aussi est de sang royal. Quant à son niveau de puissance, si on prend en compte qu'elle possède Gnome, qu'elle a certainement une seconde magie comme Mars ou une capacité spéciale comme Ladros et en plus qu'elle vient d'une famille royale, elle doit avoir au moins un niveau similaire à Yami et Mereoleona et est par conséquent la personne la plus puissante de Daimon. Du coup, quelles sont ses chances face à un adversaire tel que Xénon? Pour les déterminer, rappelez-vous du combat Dante versus Yami. On avait vu que Yami est assez puissant pour rivaliser avec Dante, voire le surpasser techniquement parlant, mais pas assez puissant pour en venir à bout à cause de sa capacité de régénération. Du coup, je ne pense pas qu'elle puisse le battre toute seule puisqu'hormis la régénération abusive de Dante, Vanica et Xénon ont eux aussi une capacité qui les rend invincibles. Petit aparté, vous verrez que cette pseudo-invincibilité de la Triade Sombre va leur être retirée à chaque fois de manière différente et que Spade va être le théâtre d'un nouveau pouvoir lorsque les esprits élémentaires seront réunis au même endroit, mais on verra tout ça dans une autre vidéo. Bon, c'est bien beau tout ça, mais à quel moment cet affrontement va-t-il avoir lieu? Eh bien, lors de la seconde phase de combat contre la Triade Sombre. Sur chacun des fronts, il y aura un monstre de puissance qui viendra en renfort. Ainsi, la reine des sorcières viendra épauler Noël face à Vanica et Megicula, Mereoleona viendra quant à elle aider Asta face à Dante et Lucifer, et bien évidemment notre chère détentrice de Gnome viendra prêter main forte à Yuno contre Xénon et son démon. Par ailleurs, sachez que Dorothy, qui au passage est un personnage que j'apprécie beaucoup, sera aussi de la partie face à Xénon. Par ailleurs, après la bataille contre Maurice et la Triade Sombre, il va bien falloir quelqu'un pour régner sur Daimon. Et malgré le fait que Mars soit un bon candidat, je pencherai plutôt pour la détentrice de Gnome. Tout simplement car ce n'est pas l'ambition de Mars, puisqu'en se débarrassant des ténèbres qui planaient, permis à la lumière de rayonner de nouveau sur Daimon. Par conséquent, il aura tenu sa promesse envers sa bien-aimée Fana.
Maintenant, on va essayer de déterminer quel est le nom de la plus puissante mage de Diamond. D'après moi, elle pourrait se nommer Minerva. Alors, comment est-ce que j'en suis venu à cette conclusion? Tout d'abord, il faut savoir que le nom de Mars est inspiré du dieu de la guerre dans la mythologie romaine. De plus, il y a une certaine déesse qui est très similaire au dieu de la guerre Mars, et il s'agit bien évidemment de Minerva, la déesse de la sagesse et de la guerre stratégique. Cependant, malgré que les deux apprécient le champ de bataille, il existe quand même une nette différence entre les deux. En effet, Mars est porté sur l'offensive tandis que Minerva, elle, est portée sur la défensive, soit l'exact opposé. Maintenant, j'imagine que vous vous demandez certainement quel est le lien entre Minerva, la déesse, et notre mystérieuse détentrice de Gnome. Eh bien, la réponse, c'est justement Gnome lui-même. Laissez-moi vous expliquer. On sait que parmi les 4 esprits élémentaires, la salamandre est celle qui possède la plus grande puissance d'attaque. Mais qu'en est-il des autres esprits? Ainsi, si on considère que Belle possède la vitesse la plus élevée et que Ondine détient la plus grande quantité de mana, alors logiquement, Gnome est l'esprit possédant la plus grande puissance défensive, ce qui ma foi colle parfaitement avec la déesse Minerva. On peut aussi faire le lien avec la salamandre et Mars puisque ce dernier a une deuxième magie de feu et c'est précisément la même que l'ancienne mage choisie par la salamandre Fana. Il se trouve que Minerva fait aussi partie d'un groupe de 3 divinités romaines appelées la Triade Capitoline. À part Minerva, la déesse de la sagesse et de la guerre stratégique, quelles sont les 2 autres divinités? Tout d'abord, il y a Jupiter, le dieu du ciel et du tonnerre. Et normalement, ça vous fait penser à quelqu'un. Et oui, à Juno. J'imagine que de votre point de vue, le lien est un peu flou et c'est tout à fait logique puisque c'est plus lié à Belle. Mais ne vous inquiétez pas, je vous l'expliquerai dans la vidéo sur les divinités dans Black Clover. Quant au dernier membre de la triade capitoline, il s'agit de Juno, la déesse protectrice de l'état de la Rome antique. Du coup, vous vous demandez à qui peut-elle bien être liée? Alors, il faut savoir que son animal sacré n'est autre que le Pan. Or, rappelez-vous de qui est-ce qui est à la tête de la compagnie du Pan de corail. Et oui, Dorothy Ainsworth. Maintenant, vous comprenez pourquoi je vous ai dit plus tôt que Dorothy allait aussi se joindre au combat contre Xenon. On peut facilement imaginer que le Glamour World de Dorothy empêchera Xenon d'utiliser sa magie spatio-temporelle puisqu'il s'agit d'un espace entre les mondes. Ainsi, la triade capitoline sera réunie lors de cette bataille. Quant à Minerva, sachez aussi qu'elle est souvent représentée avec sa créature sacrée, la chouette. Du coup, on peut supposer qu'il y aura certainement une référence comme un nom de sort ou quelque chose dans le genre. Après, gardez à l'esprit que même si j'ai la bonne déduction et qu'il existe une forte connexion avec la déesse Minerva, il est très probable que Tabata lui donne un autre nom, mais si c'est le cas, vous imaginez bien qu'il m'est impossible de le deviner. Enfin, avant de finir, dans la vidéo sur Maurice, je vous avais introduit la vidéo sur le jeu de cartes et je vous avais aussi dit qu'on la complétera au fil des vidéos. Du coup, je pense que vous l'avez deviné, la reine de carreau n'est autre que Minerva, la détentrice de l'esprit élémentaire de terre, Gnome. Ainsi, avec cette nouvelle carte révélée, la moitié des cartes a été dévoilée et il ne nous reste plus qu'à compléter l'autre moitié du tableau avec les cartes liées à Art et Clover, sans oublier bien sûr la carte la plus importante, le Joker rouge que nous verrons très prochainement. Voilà, la vidéo est enfin terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Sachez aussi qu'avec la vidéo sur Maurice et celle-ci, j'ai voulu vous démontrer que même si on a l'impression que Diamond a été sous-exploité jusqu'à maintenant, il sera quand même un acteur majeur de l'art actuel. De plus, dans la prochaine vidéo, on s'intéressera cette fois-ci à quelqu'un du royaume de Clover qui est très lié à l'un des personnages principaux de Black Clover. À votre avis, de qui s'agit-il? Dites-le moi en commentaire.